Alors, merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous par visio et désolé aussi de ne pas être présent physiquement, en tout cas. J'ai eu un petit empêchement de dernière minute. Merci Véronique pour l'invitation. Merci l'association Alice, avec qui, au centre de Carpap, on a la chance de collaborer depuis de nombreuses années maintenant. Euh, je suis ravi de faire un focus sur effectivement deux réseaux, Rehab Lab et Éclat. Euh, Pour le réseau Rehab Lab, disons qu'il entre directement dans mon champ d'intervention, de compétences en tant qu'ingénieur de formation aussi, parce qu'on va parler d'aides techniques personnalisées qui sont conçues grâce à l'impression 3D. Et j'ai la chance de travailler avec une équipe au top avec des ingénieurs, avec des concepteurs 3D, avec des ergothérapeutes. Je ferai un retour d'expérience là-dessus pour Carpap et puis surtout un retour d'expérience sur le réseau qui s'est développé ces dernières années. Et pour Éclat, alors c'était une demande effectivement de l'association Alice, donc je me prête au jeu avec grand plaisir et je me suis fait aider là de Nicolas Biard qui est chef de projet appui à la stratégie aide technique à la CNSA. Et donc Éclat, c'est pour équipe locale d'accompagnement en aide technique. Il se trouve que j'ai pu faire partie de l'expérimentation en Bretagne, parce qu'il s'agit bien de vous faire un retour d'expérience là de l'expérimentation qui s'est déroulée au niveau national auprès de 24 équipes d'accompagnement en aide technique de manière plus générale. Et puis peut-être dessiner, enfin partager avec vous la suite de cette expérimentation, c'est-à-dire la généralisation de ces équipes-là dans chaque département en France. Voilà, on a 20 bonnes minutes, une demi-heure à passer ensemble là-dessus et je serais ravi d'échanger sur le sujet avec vous et essayer de répondre à certaines questions. Donc, pour Rehab Lab, donc on est sur le champ des aides techniques personnalisées. C'est un projet qui a pu être lancé en 2016 et qui répond à une problématique qui existe aujourd'hui, qui a été relevée dans le rapport ministériel de Normandie-Chevalier, donc publié en 2019, qui montre que globalement, on peut s'améliorer autour des aides techniques, puisqu'on relève, et depuis quelques années, c'est vrai en Europe aussi, un taux d'abandon de 30 à 40% de tout type d'aide technique confondue, un an après sa première utilisation. Alors, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ce constat-là. Toujours est-il qu'il y a des actions qui ont pu être mises en place et qui sont mises en place et qui le seront dans les prochaines années autour de la réforme sur les aides techniques en France. Dans un champ très restreint, vous voyez, quand les aides techniques du commerce ne répondent pas suffisamment précisément aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap, eh bien, on peut avoir recours à la conception, la fabrication d'aides techniques personnalisées et ça, y compris par des professionnels de santé. Donc, c'est ce que je vais m'apprêter à vous montrer, en tout cas, ces pratiques-là aujourd'hui, sachant qu'au niveau international, le constat global est à peu près le même. En tout cas, 15% de la population est en situation de handicap et parmi cette population-là, l'OMS dit qu'il y a au moins un dixième de ces personnes-là qui ont des accès parmi ces personnes-là, elles ont besoin de 1 à 2 aides techniques en moyenne. Donc voilà l'importance du sujet. Sur les aides techniques personnalisées, encore une fois, c'est un petit segment parmi le constat que je viens de dresser tout à l'heure. On a eu une petite révolution qui s'est passée dans le domaine, là où il y a encore des dizaines, enfin peut-être 20 ans en arrière, et c'est toujours le cas dans certains cas spécifiques, mais on prenait du plastique thermoformable, qu'on coupait, qu'on assemblait, du bois, etc., pour adapter des aides techniques ou bien même les concevoir spécifiquement. Et ben, il y a l'impression 3D qui est apparue, surtout l'impression 3D plus à visée industrielle, mais accessible au plus grand nombre, donc aussi aux établissements de santé et aux professionnels. Il y a un grand nombre d'avantages qui existent à utiliser l'impression 3D aujourd'hui pour créer des aides techniques personnalisées. Donc sur la diapo que vous pouvez voir ici, il y a des avantages qu'on a listés et qui existent dans la littérature en lien avec la technique de fabrication même, c'est-à-dire qu'on peut reproduire plus facilement un objet spécifique qu'on aura déjà créé en le retéléchargeant et en l'imprimant localement. On peut l'adapter facilement quand il existe déjà dans sa version numérique. On peut jouer sur le design, à la fois la couleur, le choix des matériaux, mais aussi la forme pour s'adapter
aux besoins de différentes personnes. On peut moduler le poids facilement. On peut partager également ces aides techniques-là. Et ça, c'est un grand bénéfice de ce qu'on appelle la fabrication numérique. Une aide technique très spécifique qui est faite à un endroit peut être partagée sur des plateformes en ligne. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, je vous le montrerai tout à l'heure, pour être téléchargée par une autre personne et pour être imprimée localement pour répondre à ces besoins spécifiques qui sont retrouvés malgré tout dans un autre endroit. Et enfin, le temps et le coût, qui sont deux avantages aussi de passer par de la fabrication numérique. On peut gagner du temps de fabrication dans certains cas. Et également le coût de fabrication qui s'est vraiment limité en utilisant une imprimante 3D puisque les matériaux sont très accessibles financièrement aujourd'hui. Et puis, il y a des avantages qui relèvent plutôt des pratiques et du lien avec les usagers autour de ça. Donc, il y a l'accessibilité de la fabrication d'un objet qui est rendu plus facile, puisqu'à partir du moment où on a accès à l'informatique, alors on a accès, malgré son handicap, à la possibilité de créer son objet de façon numérique avant qu'il soit imprimé et qu'on puisse l'utiliser. Donc, dans les aides techniques, vous avez vu quelques illustrations dans la diapo précédente, on parle beaucoup de petits objets qui facilitent l'appréhension des personnes pour l'écriture, pour se déplacer en fauteuil ou tout un tas d'activités. Alors, sur ce principe, on s'est beaucoup inspiré au Centre des Carpathes, là on est en 2016, du mouvement des Fab Labs, pour laboratoires de fabrication, qui existe aujourd'hui. Ça s'est beaucoup développé dans toutes les villes en France, qui prennent souvent la forme d'une association et qui sont basés sur trois grands concepts. Do it yourself, c'est-à-dire faire les choses par soi-même, se approprier les objets du quotidien, le partage de connaissances et d'outils, donc vraiment sur le mode collaboratif, et puis la fabrication numérique avec la démocratisation de l'impression 3D. Il y a eu notamment une histoire inspirante qui nous a beaucoup motivés, c'est celle de Nicolas Huchet, qui a lui-même développé sa prothèse myoélectrique avec de l'électronique, en apprenant comment programmer, en faisant différents modules pour créer sa main. Et aujourd'hui, Nicolas, au-delà même du fait d'avoir réalisé une prothèse fonctionnelle qui fonctionne pour lui, vraiment est monté en compétence et aujourd'hui un expert reconnu au niveau international sur le sujet. Donc ça nous a beaucoup inspiré pour transférer ce concept-là au milieu de la rééducation et de la réadaptation. Et donc c'est ce qu'on appelle RehabLab, finalement, c'est un Fab Lab qui est intégré dans une structure sanitaire, médico-sociale, en tout cas piloté, accompagné par des professionnels de santé, où l'usager est expert de sa propre situation et peut intervenir aussi dans la conception de sa propre aide technique. Et il est accompagné pour ça d'un ergothérapeute et d'un référent technique, en tout cas une personne capable de manipuler un logiciel de conception assistée par ordinateur et aussi pouvoir maintenir une imprimante 3D. Et dans le RehabLab, dans ce modèle-là, on travaille uniquement autour des aides techniques personnalisées. Voilà comment ça fonctionne. C'est assez simple autour d'un projet personnel d'une personne. Il y a globalement 3 acteurs qui interviennent. Donc la personne elle-même, comme je l'ai dit, qui est expert de sa propre situation, qui peut s'impliquer à différents niveaux. Ça peut être une simple demande jusqu'à participer à la modélisation de l'objet lui-même. Et pour ça, il peut être accompagné par un référent technique, quelqu'un capable justement d'apprendre les bases de comment on crée une aide technique. Donc souvent, ce rôle-là est endossé par un stagiaire d'école d'ingénieur, par exemple, ou d'école d'ergothérapie. Ça nécessite quand même du temps pour être à côté, accompagner, etc. Et puis d'un professionnel de santé, pour ne pas dire ergothérapeute, clairement, pour accompagner sur la partie fonctionnelle, l'essai, l'évaluation et modification, ou en tout cas demande de modification si besoin. Souvent, on a d'autres patients, ou en tout cas d'autres usagers, pour être plus large, qui peuvent aussi intervenir comme référents techniques, du coup, pour accompagner des usagers de structures aussi à réaliser leurs aides techniques. Alors, ça me tenait à cœur de faire un retour d'expérience d'une aide technique qui a pu être réalisée en collaboration justement avec Pauline, que je salue, Pauline Gaudin, ergothérapeute, Jérémy Besnier, en tant que dessinateur 3D, et Tunchai, en tant que patient du centre de Carpathes. La demande initiale, donc patient et locked-in syndrome également,
La demande initiale était une demande pour la communication. Donc, ce qu'on a reçu à Carpap était ce tableau de communication version papier qu'il a fallu d'abord transférer sur un logiciel de communication dédié, qui est au passage le logiciel Live Companion, en ajoutant la prédiction de mots pour accélérer la vitesse d'écriture. Rapidement, on a travaillé sur des moyens d'accessibilité à l'informatique, donc et c'est souvent dans les étapes de conception qu'on voit au Rehab Lab, le prototypage avec du thermoformat pour s'assurer de la bonne positionnement, du bon positionnement de la main pour accéder à d'abord un clic pour utiliser un système informatique, puis ensuite arriver progressivement au boîtier que vous pouvez voir sur la droite ici, qui a permis à Tunjai de bien positionner sa main et d'accéder à 4 fonctions différentes en exploitant un mouvement très faible, de très faible amplitude au niveau du doigt, pour accéder à la communication sur sa tablette, au contrôle du fauteuil ou encore à un contrôle d'environnement. Tout ça, simplement, je passe très rapidement, mais pour dire qu'une aide technique personnalisée, ce n'est pas juste faire un objet techniquement, et on n'a pas besoin juste d'un concepteur 3D, c'est tout un processus de co-conception avec ces 3 acteurs-là, et même davantage, puisque ici, il y a eu évidemment l'intervention d'une orthophoniste sur l'aide à la communication. Si je prends plus de recul maintenant, et si on parle de Rehab Lab en tant que réseau, le réseau Rehab Lab aujourd'hui en France et en Europe, vous voyez les quelques points sur la carte, compte 67 structures, donc des structures sanitaires, médico-sociales, et il a permis, durant ces dernières années, de produire presque 7000 aides techniques personnalisées, co-conçues de la manière que j'ai pu expliquer, et impliquant plus de 4000 usagers. Je vous invite, si ça vous intéresse, à vous rendre sur la plateforme rehab-lab.org. Globalement, c'est à cet endroit qu'on essaye de rassembler avec les différents membres de la communauté Rehab Lab plein d'informations sur ces pratiques professionnelles. Pour vous en dire un peu plus, comment on s'organise, il y a des rendez-vous réguliers de ce réseau. Les pique-niques du Rehab Lab, sur le temps du midi, une fois par mois, on échange sur les pratiques, sur les actualités, etc. Il y a également des rencontres annuelles où physiquement, là, et sur 1 jour et demi, 2 jours, voire plus, il y a des intervenants externes, des conférenciers qui viennent apporter un peu plus de connaissances sur les matériaux, les nouveaux matériaux biosourcés ou qui sont intéressants pour les aides techniques, les nouvelles imprimantes 3D et puis des retours d'expérience justement associés à des cas individuels. Sur la plateforme Rehab Lab, vous trouverez notamment des tutoriels qui sont en libre accès, gratuits évidemment, des forums où il y a des échanges sur des sujets particuliers, et puis peut-être ce qui peut vous intéresser le plus si vous souhaitez en tout cas vous lancer dans l'aventure, un répertoire d'aides techniques qui sont partagées, vous le verrez, par les différents membres de la communauté qui publient avec une licence libre. Je crois qu'il y a autour de 300 aides techniques aujourd'hui sur la plateforme différentes, et vous verrez très spécifiques. Quelques autres informations à partager avec vous. On a publié avec l'ANFE un guide de bonnes pratiques à destination des ergothérapeutes pour accompagner dans cette démarche-là, des aides techniques personnalisées. Globalement, on a essayé donc ça a été le fruit d'une collaboration avec l'ANFE et puis les différents membres du réseau Rehab Lab aussi. On a essayé de prendre en compte différents niveaux de maturité pour avoir 3 niveaux de lecture différents, on va dire, de l'ergothérapeute débutant qui découvre jusqu'à l'ergothérapeute expert qui va un peu plus se renseigner peut-être sur les réseaux existants, donc comment je collabore avec d'autres structures, et aussi peut-être sur la conformité réglementaire en lien avec les aides techniques. C'est justement le deuxième document que je voulais vous partager, en tout cas vous dire que ça existe, téléchargeable aussi sur la plateforme. C'est un guide pour aider à mettre des bonnes pratiques autour de la création d'aides techniques personnalisées, à savoir garantir une sécurité des utilisateurs, assurer la traçabilité des aides techniques qui sont réalisées aussi. Ce sont déjà des bonnes pratiques de base, on va dire, mais qui tendent aussi vers une application d'un règlement européen qui s'appelle autour des dispositifs médicaux. Et c'est un sujet que l'on développe et qu'on travaille beaucoup là en ce moment au sein du réseau. Sachez que donc si vous êtes intéressé en tout cas pour rejoindre ce réseau-là, je vous conseille de vous inscrire à la newsletter donc sur la plateforme rehablab.org. Sachez qu'on propose aussi des formations. Sur cette même plateforme, vous trouverez
Les formations qui sont proposées, ça va de formation découverte, formation 5 jours pour devenir réhablable, jusqu'à un diplôme universitaire qu'on a lancé il y a 3 ans et qui permettent de rassembler globalement par promo. Alors maintenant, il a lieu tous les 2 ans, une quinzaine de professionnels d'un peu partout en France. Et enfin, sur la partie réhablable, je m'arrêterai là. Il y a, voilà, vous dire que ces pratiques professionnelles-là sont loin d'être isolées, elles commencent à être de plus en plus reconnues. Preuve en est, c'est qu'on a été répertorié dans le rapport ministériel de Normandie sur la conception d'aide technique personnalisée et réhablable. Et aujourd'hui, il y a une étude nationale qui vise à cartographier un peu, essayer de repérer ces différentes pratiques, au-delà même du réseau réhablable qui est porté par l'ANAP, l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale. Voilà, peut-être c'est en cours, mais je peux peut-être déjà vous dire que l'activité autour de la création d'aides techniques pour compenser des situations de handicap, c'est vraiment une activité majeure des Fab Labs en santé. Je dirais au-delà des structures médico-sociales, on retrouve ces activités-là dans les hôpitaux, dans les Fab Labs hospitaliers par exemple. On retrouve ces activités-là aussi dans le milieu associatif. J'ai parlé de l'association de Nicolas Huchet il y a quelques minutes. En fait, ils ont pu développer aussi un réseau qui s'appelle Human Lab, par exemple, de réseaux associatifs autour des aides techniques et du handicap. Et puis, deux contextes au niveau politique, c'est qu'en 2023 a été annoncé aussi le déploiement de Fab Lab en santé à la Conférence nationale du handicap. Et puis en parallèle, il y a l'intégration de la compétence Fab Lab, impression 3D, dans les équipes locales d'accompagnement ECLA. Et c'est ce que je m'apprête du coup à vous présenter maintenant. Les équipes locales d'accompagnement, eh bien, c'est une des déclinaisons justement du rapport de Normandie. Et donc ce rapport, je vous le conseille, il fait bien une centaine de pages, même un peu plus, pour les ergothérapeutes à imprimer, à mettre sur sa table de chevet. Il donne en fait la feuille de route nationale pour comment le champ des aides techniques va être transformé en France. Alors je ne vais pas décrire les 5 grands axes ici, parce que déjà je ne suis pas compétent sur le sujet et puis on n'aura pas le temps d'évoquer tout ça. Mais on retrouve dans le premier axe, renforcer l'évaluation des besoins et l'accompagnement des personnes, justement l'expérimentation ECLA, l'équipe locale d'accompagnement en aide technique. Au passage, les ACTA, c'est-à-dire les aides à la communication, et développer des centres de ressources en aide à la communication. Et puis, à l'autre bout, le 5e axe, on retrouve le développement de pratiques Fab Lab et Rehab Lab dans ce rapport et dans la feuille de route nationale. Pour parler d'ECLA, je dois d'abord vous dire que ça a commencé par être une expérimentation, et ça l'est toujours. L'expérimentation s'est terminée, mais il y a encore une prolongation, je le dis avec des mots simples, une expérimentation de 2 ans, un peu plus, auprès de 24 équipes, pour essayer de modéliser en fait les équipes d'accompagnement en aide technique à l'échelle d'un département. Donc les équipes ECLA, elles comprennent au minimum des ergothérapeutes, des travailleurs sociaux, on reviendra sur ce rôle clé également, qui visent à accompagner des personnes en situation de handicap, des personnes âgées également, dans le choix des aides techniques, depuis l'analyse des besoins jusqu'à l'évaluation finale de l'aide technique. Ils interviennent en subsidiarité des autres acteurs et donc ils proposent, ils sont force de proposition pour le recours à des partenaires, notamment des centres d'experts, des appuis autour de la pérédance et puis l'accès aux aides techniques pour les essais. Parcours autour des aides techniques, il comprend 7 étapes et c'est comme ça qu'il a été modélisé dans le cadre de l'expérimentation. La prise de contact, c'est la première étape, donc l'analyse des besoins pour faire simple. L'évaluation ensuite, donc par l'ergothérapeute des besoins de la personne. Si nécessaire, il y a des évaluations complémentaires qui peuvent être apportées par des acteurs autour de la structure et de l'équipe ECLA. Des essais sur le lieu de vie, et ça c'est important, d'organiser des essais en conditions écologiques sur une durée suffisamment longue, en tout cas on parle de quelques mois, de valider la pertinence de l'aide technique aussi, ensuite de préconiser et de prescrire, d'accompagner à l'obtention du financement, et c'est là où le rôle du travailleur social et assistant
assistantes sociales est essentielle, de vérifier l'adaptation et puis de suivre et d'évaluer à 3 mois la bonne utilisation de l'aide technique, ce qui permet éventuellement de reprendre certaines aides techniques, d'en reproposer d'autres si l'aide technique ne répond pas suffisamment correctement aux besoins des personnes. Dans les points positifs de l'expérimentation, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a environ 8000 personnes qui ont pu être accompagnées par ces 24 équipes. Ce qui a été relevé, c'est que 92% des aides techniques qui ont été mises en place, sont encore utilisées 3 mois après leur la livraison de l'aide technique et les premiers essais. Il faut travailler encore sur les barrières géographiques dans les points négatifs, plutôt les points d'amélioration dans la slide suivante. Il y a eu, dans les points positifs, la pertinence des aides techniques prescrites grâce à la visite au domicile. Donc vraiment, l'accompagnement à domicile a été souligné comme essentiel et des essais sur le lieu de vie. Et enfin, je citerai le rayonnement qui a été important des équipes éclats sur le territoire et qui a facilité un rôle de coordination avec des structures médico-sociales, les MDPH, mais aussi les CICAT, dans certains cas, sur certains territoires, c'est le cas, et puis les revendeurs de matériel médicaux. Dans les points d'amélioration, il y a quelques freins au déploiement qui ont été constatés, notamment dans certains cas le faible rayonnement des éclats au niveau des médecins libéraux qui sont pourtant considérés comme qui représentent le premier niveau d'accompagnement en aide technique, en tout cas dans la graduation d'accompagnement en aide technique aujourd'hui, qui est un travail en cours, des praticiens hospitaliers, des écoles, des employeurs. Les équipes nouvellement créées aussi ont eu quelques difficultés à démarrer, donc ça explique aussi un retard dans l'accompagnement de patients et un impact qui aurait pu être plus grand si les équipes éclats labellisées avaient déjà été des équipes déjà structurées, déjà mises en place. Et dans les territoires ruraux, insulaires, montagneux, il y a eu, puisqu'on parle de modèles, des difficultés d'un point de vue financier aussi à assurer des accompagnements. Il y a eu un impact financier important en lien avec le territoire qui seront ajustés du coup pour la suite, pour la généralisation. Dans les points d'attention, on peut souligner le besoin de formation des professionnels dans différents domaines. Notamment, ce qui a été cité, c'est quand on est spécialisé plus ou moins, mais sur le handicap moteur, c'est de pouvoir monter en compétence autour de la déficience visuelle, auditive. C'est vrai aussi dans l'autre sens. Quand on parle de différents domaines, il y a différents domaines en lien avec les aides techniques, et c'est vrai que ça couvre très très large, et c'est un des challenges en fait de ces équipes locales d'accompagnement. Et la nécessité aussi de pouvoir faire recours à des centres de recours, d'expertise, peut-être positionnés au niveau régional, c'est ce qui se pressent en tout cas. Voilà, une capacité aussi, c'était une des difficultés parfois pour des maladies évolutives avec une évolution qui est rapide, de pouvoir être suffisamment réactif pour bien accompagner et aussi des difficultés en lien avec la tarification qui ont pu être réajustées dernièrement. Donc si on parle aujourd'hui on en est à la fin de l'expérimentation et on tend vers une généralisation de ces équipes éclats dans chaque département. Et ce que je viens de dire là, ça s'appuie sur une loi, celle du 8 avril 2024, qui porte sur les mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, qui vise effectivement à déployer ces équipes pour 2 grandes missions. Je vais commencer par la deuxième, la sensibilisation, information et la formation des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des proches aidants et professionnels autour de la personne et autour des aides techniques. Donc là, on retrouve un peu, pour ceux qui connaissent, le rôle des CICAT. Et pour la deuxième mission, c'est évidemment d'accompagner individuellement les personnes âgées et personnes en situation de handicap dans le parcours d'accompagnement d'aide technique que j'ai essayé de décrire en tout cas, et aussi, au-delà des aides techniques, dans la définition des aménagements de logement. Et ça, c'est nouveau par rapport à l'expérimentation, donc ça fera partie des missions demain de ces équipes. Aujourd'hui, il y a un décret qui doit déterminer le cahier des charges national. Donc, c'est un travail en cours. Le cahier des charges est en cours de structuration et donc qui doit décrire les modalités opérationnelles pour mettre en œuvre pleinement cette loi. Voilà pour ça. Si j'essaye de
pour les équipes éclat, si j'essaye de faire rejoindre un peu les deux réseaux, éclat et Rehab Lab, je vais m'axer sur le champ des aides techniques personnalisées. On va revenir sur ce champ assez restreint autour des aides techniques, mais ce que l'on voit en concertation avec la CNSA aussi, et ce que je me permets de vous présenter là, est un travail en cours, encore en réflexion. Mais ce qui est sûr au niveau de la CNSA, c'est que dans la graduation des accompagnements, ils définissent 3 niveaux sur tout type d'aide technique confondue. Le premier niveau, c'est déjà pour les professionnels, les structures de ville, de proximité, d'identifier les besoins en aide technique personnalisée le plus tôt possible et de pouvoir orienter notamment vers les équipes éclat, suite à un premier travail de veille sur les aides techniques du commerce. En niveau 2, on retrouve les équipes éclat, donc l'équipe locale d'accompagnement à l'échelle départementale, qui vise à évaluer les besoins, à orienter, et là je parle des aides techniques personnalisées, à orienter éventuellement vers d'autres structures capables de prendre le relais. Parfois, on se rend compte que la demande peut être celle de créer une aide technique qui n'existe pas du commerce, alors que l'analyse des besoins conclut sur le fait que ce n'est pas forcément une aide technique la réponse à un besoin particulier. Et puis, si la réponse est effectivement de devoir créer une aide technique personnalisée, les équipes éclat, demain, devront être en capacité de, à minima, définir un cahier des charges fonctionnel, technique de l'aide technique personnalisée, et en option, pour certaines, de pouvoir modéliser et fabriquer des aides techniques personnalisées. Pouvoir évidemment les évaluer après coup. Pour certaines, ce sera le cas. Pour d'autres, et quand les situations seront trop complexes, il faudra faire recours pour ces équipes locales d'accompagnement au niveau 3, que l'on appelle ici centre de recours ou d'expertise, tels aujourd'hui, en tout cas, que c'est défini aujourd'hui dans les Rehab Labs, avec le process complet pour créer des aides techniques personnalisées. Il y a le fait d'être accompagné en pluridisciplinarité, et puis aussi d'avoir un certain niveau technique pour pouvoir créer des aides techniques assez complexes. Voilà, je vous donne les grandes lignes ici, vous dire qu'aujourd'hui, on travaille, donc le réseau Rehab Lab et CarePap travaille avec les équipes locales d'accompagnement justement, et on a pu aboutir à une formation qui réponde aujourd'hui à leurs besoins, aux équipes d'accompagnement, et qui est de 2 jours qu'on a pu lancer tout dernièrement là, qui permettrait à minima en fait, justement, d'acquérir les compétences pour bien définir un cahier des charges autour de l'aide technique, savoir comment fonctionne une imprimante 3D et savoir quelles sont les possibilités pour soit le faire par moi-même, soit le transmettre à des structures capables de le faire. Voilà, j'ai essayé de résumer la situation en une demi-heure et je serais ravi de répondre à certaines de vos questions si vous en avez. Et par ailleurs, vous pouvez me contacter avec grand plaisir. Voilà mon adresse mail affichée. Alors merci beaucoup Willy Alex, c'est passionnant, réellement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi j'en aurais 2. La première, par rapport à une des dernières diapositives où il y a les différents niveaux d'intervention dans le conseil pour les aides techniques personnalisées, du niveau local, professionnel, habituel, puis éclat, puis centre expert, ressources. On est d'accord, les éclates, ça concerne toutes les aides, que ce soit des aides, je vais dire ça, même si ce n'est pas tout à fait des aides membres sup, des aides membres 1, voilà, non, ça concerne toutes les aides. Est-ce qu'on peut concevoir qu'une structure se spécialise à un niveau du niveau de l'éclate, mais que pour les déplacements et la locomotion, et éventuellement une autre structure que dans le contrôle de l'environnement ou des aides techniques membres sup? Vous voyez un peu où je veux en venir, quoi. C'est 2 types différents d'aides techniques qui sont utilisées dans 2 contextes différents, même de rééducation. Est-ce que ceci peut se concevoir, un éclat spécialisé? Oui, complètement. Alors, ce qui est le challenge pour la CNSA aujourd'hui, pour définir les accompagnements types en aide technique, c'est que quand on parle de modèle type, c'est un modèle, donc c'est une approximation de ce qui se passe en réalité sur les différents territoires, et on sait bien qu'il y a vraiment des modèles différents sur les territoires.
On parlait des difficultés pour les implantations d'équipes éclat dans le milieu rural ou dans d'autres milieux où c'est plus compliqué de se déplacer typiquement. Mais c'est vrai aussi sur l'implantation de structures sur un territoire capable d'accompagner sur des aides techniques complexes. Donc, ce n'est pas du tout évident. Le modèle qui est là, en tout cas, permet au moins de parler du même langage, de 3 niveaux de complexité autour des aides techniques au sens large. C'est vrai. Et dans la diapo que j'ai présentée là, quand je disais, j'aurais dû expliciter l'acronyme ATP, c'est pour aide technique personnalisée. Là, j'ai tenu à vous donner une image de ce que pourrait être la déclinaison sur les aides techniques personnalisées grâce à l'impression 3D. Donc, peut-être sur ce champ-là, on voit déjà qu'entre le niveau 2 et 3, certaines équipes éclat qui devront intégrer la compétence Fab Lab et impression 3D demain auront déjà l'option, et en fonction des territoires et des compétences sur le territoire, de fabriquer ou non l'aide technique, c'est-à-dire avoir une imprimante 3D et être en capacité de le faire, ou bien avoir un relais, si c'est présent sur le territoire, de centre de recours ou centre d'expertise, qui, pour le niveau 3, est plutôt positionné à l'échelle régionale. Et après, pour essayer de répondre à votre question sur des éclats qui seraient spécialisés, oui, c'est déjà un peu le cas aujourd'hui pour les 24 équipes qui ont été lauréates de l'expérimentation. Il y a des prismes qui sont plus ou moins forts sur les types de handicaps qui sont couverts, donc les compétences associées, ou bien des domaines autour des aides techniques, que ce soit l'aide à la communication, la domotique, l'accès à l'informatique, etc. Donc finalement, on va essayer de retrouver, on va retrouver probablement ces 3 niveaux-là, mais des configurations qui sont différentes en fonction des territoires et des éclats qui pourront plus ou moins prétendre à un rôle d'expertise aussi en tant qu'équipe éclat, il me semble. Des questions? Ça n'a pas suscité d'autres questions. J'en ai donc une deuxième. C'est toujours l'argent qui est le nerf de la guerre. Dans les points d'amélioration, vous avez évoqué, c'était la fin de la diapositive, qu'est-ce que ça veut dire? Le coût réel du forfait, 10 heures, a été estimé à 993 €. C'est-à-dire, est-ce que pour pouvoir accéder à une équipe éclate, il faut payer un forfait qui correspond à 10 heures d'accompagnement? Ça correspond à quoi? Oui, pardon. Alors, je ne pourrais pas vous expliquer dans le détail, mais ce qu'on appelle forfait, c'est le financement des équipes locales d'accompagnement pour réaliser l'accompagnement. Et ça a été modélisé à partir, avec un forfait qui est applicable, qui a été appliqué. Aujourd'hui, c'était le résultat de l'expérimentation à chaque équipe éclat dans chaque département. Donc c'est l'équipe éclat qui recueille 993 € pour l'accompagnement d'une personne pendant 10 heures. Oui. D'accord. Toujours pas de questions? Moi, j'aurais une petite réflexion. Non, d'abord une réflexion et puis une question après. Éclate, c'est encore une fois, excusez-moi, un sigle dans une famille où il y a déjà beaucoup de sigles à retenir. Est-ce que, par exemple, je ne suis pas sûr qu'une personne sur 10 se souvient de ce qu'était le projet ACTA. Pourtant, c'est des équipes un petit peu labellisées dans un certain domaine. Est-ce que Éclate, c'est une bonne idée alors que c'est un sigle qui peut être très bien compris par des professionnels, mais est-ce que ce n'est pas une terminologie un petit peu compliquée pour la population visée? Deuxièmement, ça c'est une réflexion, pour une question par rapport au choix des matériels, la voix revient, a-t-on une idée de l'investissement que ça représente pour une équipe de s'équiper parce que des aides techniques, ça existe pas par centaines, peut-être par milliers. C'est une très bonne question que je voulais poser aussi. Si on veut s'équiper avec toutes les petites aides techniques que vous avez montrées, même si elles sont fabriquées par une imprimante 3D, il y a peut-être du matériel de base, l'imprimante, plus les aides techniques habituelles, on va dire, peut-être pas ce qui est à Kerpap. Combien il faut débourser? Merci. Merci beaucoup pour ces questions. Pour le premier point sur les termes compliqués, je ne peux que vous rejoindre.
On a beaucoup d'acronymes partout et c'est pas du tout évident de les retenir. Voilà, j'en dirai pas plus. Je suis pas à l'origine non plus de la création de ces acronymes-là. Pour le deuxième point, si je peux me permettre, je comprends la question pour les équipes éclat, c'est-à-dire de comment je peux me faire un stock d'aide technique qui est indispensable pour pouvoir montrer le matériel, le tester avant de pouvoir le préconiser. Alors, je n'ai pas notion des discussions qui sont en cours dans le cahier des charges des éclats. Est-ce qu'il y aura un financement dédié pour ce stock, pour créer ce stock d'aide technique? Par contre, je peux vous faire un retour d'expérience de l'équipe locale d'accompagnement dans le Morbihan, qui a été impliquée dans l'expérimentation. Et eux, par exemple, ils ont réussi à investir dans un stock d'aide technique de l'ordre de 30 000 €. Voilà l'ordre d'idée du coût qui a été investi pour avoir quelques aides techniques pour pouvoir les montrer. Un des leviers, et j'y crois beaucoup, en tout cas il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent dans ce domaine-là autour des aides techniques, c'est aussi de passer de l'aide technique usage personnel individuel à un usage en fait collectif, que l'aide technique puisse être, qui n'est plus utilisée, puisse être rendue reconditionnée pour que d'autres puissent en bénéficier. Il y a tout un... j'en ai pas parlé là, mais ça fait aussi partie d'un des axes autour de la réforme des aides techniques, ce qui permettrait aussi d'être une solution pour constituer un stock pour ces équipes locales d'accompagnement et aussi en bénéficiant de relais de la part des distributeurs, des fabricants, ce qui est une aide qui est essentielle aussi. Et en troisième point, autour de la question, si je l'ai bien compris, de combien ça coûte pour mettre en place une activité d'impression 3D pour créer des aides techniques personnalisées. Il faut investir dans du matériel. Donc aujourd'hui, on estime qu'il y a une très bonne imprimante 3D qui coûte moins de 2 000 €, voire qui s'approche de 1 500 € pour un modèle qui est déjà très bien. Ensuite, il faut acheter les matériaux, donc les bobines de fil qui permettent de matière. Ça coûte entre 30 et 40 € le kilo de matériaux, pour donner un ordre d'idée. On fait des dizaines d'aides techniques avec. Mais ce qui coûte le plus cher finalement, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est le temps humain qui est derrière. Il y a du temps humain à passer pour une structure qui fait 50 aides techniques personnalisées en impression 3D par an. On estime qu'il faut un 0,2 d'ergothérapeute pendant 1 an, le temps de mettre en place la structure avant que ce soit un outil considéré comme un outil, auquel cas je peux réduire un peu mon temps dédié exclusivement à cet outil-là. Et puis je dirais qu'à ça se rajoute du temps pour se former, ou alors du financement pour se former, ou bien du temps pour s'auto-former. Aujourd'hui, il y a plein de tutoriels, notamment sur la plateforme Rehablab, et on peut déjà avoir des bonnes bases pour se lancer dans cette activité. J'espère avoir répondu aux questions. Parfaitement. D'autres questions? Je voulais vous demander si le forfait de 10 heures ne sera pas un obstacle à la préconisation des essais comparatifs. Est-ce que c'est possible de préciser un peu votre question? Je suis désolé, je ne suis pas sûr de l'avoir compris. Un certain nombre d'associations et certaines MDPH, à juste titre, apprécient dans les argumentaires des essais comparatifs. Dès lors, oui, ça multiplie le travail. Et c'est une demande légitime de la personne en situation de handicap. Est-ce que les équipes ne seront-elles pas limitées dans leur prise en charge si elles doivent respecter un forfait de 10 heures? Alors, je comprends maintenant la question, je la trouve pertinente aussi, et je vais vous dire que là, je ne suis pas compétent pour répondre à cette question-là. Je pense qu'il faudrait peut-être En tout cas, ce que je peux faire, c'est la relayer si vous êtes intéressé à la personne qui est responsable ici, qui a piloté l'équipe qui s'appelle Équipez-moi en Bretagne, peut-être pour vous faire des retours, ou bien vous mettre en relation avec Nicolas Biard qui pilote l'expérimentation.
Désolé. Non, mais volontiers. Et je note au passage que vous venez de donner une suggestion. Équipez-moi. Ça serait certainement déjà mieux perçu que éclate. Alors, c'était le but recherché en tout cas, ouais, merci. Bien, merci beaucoup, Monsieur Allègre. Et pas d'autres questions? Bon, merci à vous.